Chers amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous. Je suis heureuse d'y être aussi. Et puis, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir cette fois-ci dans Rendez-vous Théâtre le directeur de l'Opéra d'Alger. Je citerai maestro, on va dire maître, je ne sais plus comment vous présenter, Nordine Saoudi Mahbabik, c'est Nordine. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Allah yahnik, et merci à vous également. Enfin, vous nous recevez. Comme quoi, c'est toujours un échange. Tout à fait. Voilà, nous sommes dans l'échange, nous sommes à l'opéra. Des opéras en Algérie, et il y en a eu. Commençons par le TNA, qui était à l'origine un opéra. Et puis, ce chef-d'œuvre qui est ici. Donc, vous êtes actuellement le directeur donc, de l'Opéra d'Alger. Des opéras dans le théâtre algérien, dans la culture algérienne. Est-ce que vous croyez qu'elle a une place aussi... est-ce qu'elle est aussi vulgarisée que le théâtre? Vous savez, chez chaque peuple, il a une manière d'extérioriser ses démons, de se rapprocher de la spiritualité, de se rapprocher de lui-même, et de se rapprocher de son histoire et de son patrimoine. Et chaque peuple a créé des paradigmes différents, mais qui se rejoignent. Chez nous, c'est comme par hasard, c'est le patrimoine du diwan, le cercle, le halqa, etc. Et dans cette halqa, on retrouve beaucoup de choses. Et quel que soit le style que l'on développe, on est dans le halqa. Quelle que soit la région, nous sommes toujours dans le halqa. Avec un début, avec une fin, mais la fin n'est que le commencement d'une nouvelle aventure. Et finalement, c'est un carrousel sans fin qui se décline de manière perpétuelle. Et c'est ainsi que nous avons créé la Nouba Andalou, c'est ainsi que nous avons créé le Diwan de Sidi Blel, c'est ainsi que nous avons créé les joutes poétiques, etc. Et dans ces joutes, et dans cette Nouba, et dans cette halqa ou ce Diwan de Sidi Blel, c'est une forme de mise en scène qui est d'abord le verbe, qui est ensuite enveloppé par des ondes sonores, des mélodies déclinées en fonction du terroir, mais également mise en scène par un rituel qui peut être le rituel de la Nouba, le rituel de Baba Salem, enfin ce qu'on appelle le Baba Salem, mais également le rituel des confréries religieuses. Donc, quand on parle d'opéra, peut-être que je m'avance dans des choses qui ne sont pas les miennes, mais quand on parle d'opéra, c'est un concept, disons, européen, ça c'est clair, où il y a la réunion d'un certain nombre d'arts, dont la chorégraphie, le lyrique, la musique, le théâtre, etc. Et ça devient presque une forme d'art accompli, donc dans tous ces contours. Mais comme par hasard, ces contours, c'est aussi une forme de cercle. Nous avons fait donc un peu le tour de chaque art, entre le lyrique, le chorégraphique, le musical et l'historique, c'est-à-dire la déclinaison de cet art sous une forme jouée. Et ça forme un tout, qui, comme par hasard aussi, devient presque un cercle. Enfin, en tout cas, il a une forme qui a un début et une fin, mais qui n'est pas anguleuse, elle est au contraire bien circonscrite. Et nous sommes en plein dans ce que j'ai développé tout à fait au départ. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, en fait, quand on regarde une opéra. On passe d'un acte à un autre, on passe aussi d'un art à un autre, et c'est un tout. C'est un tout, c'est un art à part entière. Voilà, donc si par exemple on parle de l'opérette ou de l'opéra de Hizia, il y a des acteurs, des comédiens qui n'ont pas forcément des chanteurs, mais qui vont interpréter, ils vont jouer quelque chose qui va être chanté. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, à votre avis? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut être comédien et chanter, ou est-ce qu'avoir des cours de chant? C'est clair, je pense que pour toute discipline, la sueur est importante, hein, l'effort est très très important. Donc, il faut qu'on s'accomplisse et qu'on va jusqu'au bout de nous-mêmes. Et jusqu'au bout de nous-mêmes, c'est incommensurable. Comment dire?
nous avons plus de ressources que ce que nous croyons, dans tous les domaines, dans notre art, dans notre manière d'approcher notre art, dans notre manière d'approcher notre fatigue, notre lassitude, etc. Nous sommes tout le temps, je pense que nous avons des réserves qui sont extraordinaires. Et j'invite un peu tout le monde à essayer d'aller au-delà de soi-même. C'est à partir de là que les choses commencent que le déclic s'opère et que le talent se met en place. Concernant donc Hizia, au départ c'est le verbe. Au départ, c'est la parole. L'hôpital, sa mise en exploitation se fera très bientôt. التطبيق ولا التنفيذ ولا الخدمة راح يكون إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. Grâce à ces 30 rames, le tramway, moyen de transport écolo, assurera des liaisons sur un parcours comportant 22 arrêts au design moderne avec toutes les commodités. الترامواي هي وسيلة نقل حضارية نظيفة. Le tramway est un moyen de transport urbain moderne et propre puisqu'il est alimenté exclusivement en électricité. Sans oublier le fait que c'est un projet qui va donner une dynamique économique indéniable à la ville. يدخل في إضفاء حركية كبيرة وسط المدينة. L'entrée en exploitation du tramway devrait générer quelques 600 emplois permanents et permettra au Bel Abbasi d'accéder à un moyen de transport confortable, respectueux de l'environnement et qui s'insère parfaitement dans la ville. Selon l'étude de faisabilité, cette première ligne du tramway enregistrera quelques 24 millions de passagers en 2017 pour atteindre à terme plus de 35 millions de passagers en 2035. Les établissements postaux fonctionnant en brigade assurent un service nocturne depuis dimanche dernier, sur la dernière semaine du mois sacré du Ramadan. Des bureaux de poste qui connaissent une grande affluence actuellement. Cette mesure durera jusqu'à la veille de l'Eid. Les bureaux ouvriront de 21h30 à 23h30. Nessine Ben Saidi. En prévision de la fête de l'Aïd el-Fitr et à l'effet de satisfaire les usagers au titre des échéances de virement, des paiements, de salaires et de pensions, générant une grande affluence au niveau du réseau postal, tous les établissements postaux fonctionnant en brigade assurant un service nocturne pour permettre aux clients fort nombreux en cette période d'avoir un accès aux services de l'entreprise publique et ce jusqu'à la veille de l'Aïd. L'entreprise Algérie Post informe son aimable clientèle qu'elle a mobilisé tout son personnel afin de garantir un service non-stop à ses clients. Tous les établissements postaux fonctionnant en brigade seront ouverts durant la dernière semaine du mois sacré du Ramadan, allant du dimanche 18 juin jusqu'à la veille de l'Aïd, et cela de 21h30 à 23h30 afin de réduire la charge. On a le guichet unique, que tout le monde peut faire les opérations dans un seul guichet. On a la file d'attente et en plus on a le distributeur à l'intérieur et en plus à l'extérieur qui marche 24 sur 24, 7 sur 7. Le nombre de guichets ouverts dépendra de l'affluence des clients d'Algérie Post qui approuvent cette bonne initiative. C'est une bonne initiative, يعني de la part des responsables يعطيهم الصحة. هاك تشوف ها ما كاش مشكل يعني إنسان يجي pour 5-10 minutes ويروح. L'ouverture des bureaux de poste la nuit n'est pas une première pour Algérie Post. Cette dernière a déjà opté pour cette mesure en 2013 et en 2016. Tombée de rideau hier soir sur la 3e édition du concours Hadil Arwah de la chaîne Coran. Une rude concurrence lors de cette dernière soirée entre les finalistes, Shaib Routi, et celui qui se sera le plus distingué en remportant le premier prix. Félicitations à lui. La population mondiale, estimée actuellement à 7,6 milliards d'habitants, augmentera d'1 milliard en 2030 pour atteindre les 8,6 milliards. Elle devrait continuer de croître jusqu'à atteindre les 9,8 milliards en 2050, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié hier. De 2017 à 2050, on prévoit que la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, classés en fonction de leur contribution à la croissance démographique mondiale: l'Inde, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Pakistan, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Ouganda et l'Indonésie selon l'ONU. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abed a estimé hier que le groupe terroriste autoproclamé pratiquement 2012, ça oscille entre 1 et 2%. Cette année, c'est 2,07 en matière d'absence. Et dans les absents, ce qu'on constate,
c'est que l'écrasante majorité, c'est les candidats libres. Libres, oui. Et que les candidats scolarisés, en fait, c'est 2,07. Alors un mot aussi sur les erreurs contenues pendant l'élaboration des sujets d'examen, comme celui des sciences, par exemple, des sciences naturelles. Est-ce qu'on peut remédier à cela de façon définitive lors des prochains examens? Alors, vous savez, d'abord, je tiens à rectifier, ce n'est pas une erreur. Il y a une inversion d'un schéma. Et ce qu'on peut dire. Il faudra comme adapter dans tout de même le barème de notation. Comme dans tous les examens. Dans tous les examens, vous savez, il y a toujours un échantillon qui est pris par les enseignants. Et sur la base de la correction de cet échantillon, ils adaptent en fait les notations qui sont réservées aux exercices. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Ça rentre totalement dans le cadre des protocoles habituels qui sont mis en œuvre lors des examens. Donc on revisite le barème à partir des résultats liés à la correction d'un échantillon important. Donc c'est prévu, en fait. Tout à fait. Alors les résultats du BEM et du baccalauréat, on les attend donc respectivement le 27 juin et le 15 juillet prochain. Pour le BEM, le taux de réussite l'an dernier était de plus de 54%, 49,7% pour le bac qui s'était déroulé donc dans les conditions que l'on connaît. D'abord, moi je voudrais revenir un petit peu sur ces résultats, ce qu'ils signifient réellement lorsqu'ils sont mis sur une échelle d'instruments d'évaluation pédagogique internationale, Madame la Ministre. Aujourd'hui, on peut être satisfait plus ou moins de certains taux de réussite lors de ces examens, mais lorsqu'on est classé à l'international, on est très mal classé en l'occurrence. Donc qu'est-ce que ces chiffres nous disent en fait sur le niveau pédagogique en Algérie? Alors, le niveau d'instruction. Des résultats des examens, c'est pas très révélateur. C'est pas très révélateur. C'est pour cela en fait que nous on a quasiment renoncé à classer les wilayas. C'est pour nous en fait essentiellement un indicateur qui nous montre les déficits en matière d'apprentissage, dans quelle matière, et notre objectif c'est d'élaborer tout un système de remédiation qui puisse toucher des points très précis à partir de l'analyse de ces examens. Alors, sur l'international, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas il ne mesure pas simplement votre degré de maîtrise au niveau d'un certain nombre d'exercices, mais ce qui les intéresse, c'est vos capacités d'analyse, et vos capacités de synthèse et ce sont le protocole. Même des domaines où nous sommes un petit peu défaillants. Nous sommes assez faibles. Oui. Nous sommes assez faibles là-dedans. Alors pour quelle raison? Alors nous sommes faibles parce que notre système pédagogique, lui, est construit plutôt autour de mémorisation-restitution que sur les autres capacités qu'il faille mobiliser. Alors notre objectif, à travers la refonte pédagogique qu'on est en train de mettre en œuvre depuis maintenant 3 ans, mais qui passe par un long processus de formation, c'est justement d'aller vers d'autres types de compétences qui, elles, mesurent les intelligences multiples que tout un chacun possède. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans ce système? Parce que, d'abord, quand est-ce que ça va être mis en place? On parle de ce nouveau système d'examination. Quand est-ce que ça va être mis en place? Et puis, en amont, comment les élèves pourront acquérir ces capacités d'analyse, de critique, de synthèse dont vous parlez? Alors, on a commencé par d'abord une actualisation des programmes, des nouveaux manuels scolaires, et nous avons mené, en janvier, une enquête nationale auprès des enseignants, notamment du cycle obligatoire. Alors cette enquête nationale a porté justement sur leur point de vue et leur évaluation sur le système tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Et là, vous savez, 95% des enseignants ont répondu et nous pouvons valablement, à partir d'un séminaire national que nous avons organisé, de nous projeter vers l'avenir. Alors cet avenir va être mis en œuvre dès septembre 2017, alors où, avec l'inspection générale, sur la base des résultats donc, de cette consultation nationale, c'est de pouvoir, élaborer un plan national des apprentissages. Ça signifie que l'enseignant, en sus du guide de l'enseignant qu'il aura,
ce plan national des apprentissages va lui permettre de savoir à quel moment il faut que je puisse interroger l'élève. Je l'interroge au bout de 12 heures d'enseignement, je l'interroge au bout de 15 heures, au bout de 20 heures. Là aussi, il y a des normes. Donc le plan national des apprentissages va être accompagné d'un plan national d'évaluation qui permettra, en fonction de la matière, en fonction du temps qui est consacré à cette matière, d'adapter les évaluations. Et nous avons constaté... Ça va se passer au cours de l'année, en fait. Au cours de l'année. Pendant l'année de scolarisation, c'est-à-dire que les enseignants seront dans une espèce de formation continue, comme ça, tout à fait, pendant qu'ils enseignent. Alors, ce qu'il y a, donc ça, en fait, les enseignants savent le faire. Là, la concertation que nous avons faite a montré la nécessité, en tout cas c'est une demande de leur part, d'avoir des ressources pédagogiques. Nous sommes en train de produire ces ressources pédagogiques. Ils ont besoin d'être accompagnés sur des choses extrêmement précises, c'est-à-dire comment, à partir d'une séquence d'apprentissage, comment nous pouvons évaluer et au bout de combien de séances il faut mettre en place cet élément. Alors, l'aspect de nouveauté, c'est que l'évaluation ne portera pas simplement sur des compétences écrites, elles porteront aussi sur les compétences de communication qui étaient complètement absentes. Or, dans le primaire, c'est un élément essentiel et dans les langues étrangères, ce sont des éléments essentiels. Alors, ceux-ci, ils sont en fait les enseignants, en étant accompagnés, sont tout de suite prêts à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. De quelle manière ils sont accompagnés ? Alors, ils sont accompagnés d'abord par les inspecteurs de la circonscription, qui, eux, ont eu une formation. Là, par exemple, demain sur Blida, j'assiste et j'ouvre un séminaire de formation pour les inspecteurs qui, eux, sont chargés d'élaborer une mallette pédagogique qui sera présentée aux nouveaux enseignants que nous allons former et en juillet et au mois d'août. Et grâce à cette mallette pédagogique, ils vont avoir, en tout cas de manière très concrète, comment se présenter en cours pour la première fois, de quelle façon se présenter aux élèves et avec quels outils. Alors, cette formation continue que nous faisons non seulement sur site, mais que nous faisons aussi à partir d'une plateforme de formation au niveau de la direction de la formation du ministère de l'Éducation nationale. Donc vous parlez de la formation des enseignants qui seront, on va parler du concours de recrutement, donc les enseignants qui seront recrutés bientôt, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble de l'encadrement de l'Éducation nationale ? Alors, qui doivent être remises à niveau, puisqu'on parle aujourd'hui d'un nouvel apprentissage. Vous savez, l'épine dorsale de notre programme de la rentrée scolaire, c'est sur la formation. Et cette formation qui concernera l'ensemble des corps. Vous savez, même un gardien d'école ou de lycée ou de collège a besoin lui aussi de formation. Les élèves ont changé, la société s'est transformée, et il faut que nous, en tant que secteur de l'éducation, nous nous adaptions à toute cette transformation et à tous ces changements. Alors, ce que nous allons faire en juillet et en août, ça concernera essentiellement les nouveaux enseignants qu'on aura recrutés. Alors, ils sont au nombre de 28 000 qui seront formés entre le 1er et le 15 juillet. C'est en fait plus un stage d'imprégnation que nous faisons avec eux. Et dans ce stage d'imprégnation, nous donnons vraiment aujourd'hui une importance cruciale, non seulement à la problématique de l'éthique, et du rapport que doivent entretenir les enseignants avec les élèves, mais aussi de partir de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre sur le terrain aujourd'hui doivent être présentés à ces enseignants, dont un des outils, en tout cas de formation qu'on va utiliser, c'est de les amener à voir comment telle situation, si eux, ils se trouvaient confrontés, comment ils la résoudraient. Et après cela, après les travaux de groupe, il y aurait des séances collectives. Ça signifie que nous avons pris acte, en tout cas, des différentes critiques qui avaient été émises par ces nouveaux enseignants. C'est quand même des adultes, ils sont porteurs d'une licence, et au lieu d'aller vers une démarche classique, routinière, de démarrer la formation immédiatement en les mettant en confrontation avec des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain. Et il y en a une série, vous savez, on n'arrête pas de mener des enquêtes au niveau de l'inspection générale.
Donc les situations sur lesquelles nous avons mené des enquêtes vont être présentées, entre autres évidemment, aux enseignants, et c'est en les faisant réfléchir sur ces situations problèmes que nous sommes persuadés il y aurait, voilà, en tout cas plus d'intérêt. Là, on parle évidemment d'une formation des enseignants et d'un nouveau mode d'apprentissage pour les élèves à partir de la primaire. C'est bien cela. Pour arriver à ces compétences, à ces objectifs que nous voulons, c'est-à-dire certaines compétences que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, comme on le disait, l'analyse et la critique. Alors, vous savez, les résultats de la 5e année sont très révélatrices d'un certain nombre de déficits en matière de maîtrise des langages fondamentaux, que ce soit la langue arabe, les mathématiques ou la langue française. Alors, nous avons pris en priorité la langue arabe. Et sur cela, nous avons formé un certain nombre d'inspecteurs et nous avons réalisé un certain nombre de documents qui seront